Bonsoir, moi je voudrais juste remercier et rendre aussi la place des associations de l'hôpital de Montfavet, puisque c'est grâce à nos réunions fructueuses qu'on a la chance de recevoir Joseph Chovanec aujourd'hui, donc merci. Aussi pour rajouter qu'on a édité des livrets d'informations sur l'autisme que vous pouvez trouver au fond de la salle, voilà, qui aussi annonce la venue de Joseph Chovanec. Merci beaucoup d'être là. Je vous laisse la place. Merci. Merci. Ah, bon, je reste assis, je suis vieux et fatigué. En tout cas, bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de vous dire que c'est une très grande joie de pouvoir partager ce petit moment avec vous. Et encore une fois, merci à toutes les personnes qui ont rendu cette rencontre possible. La MDPH, l'université, et puis vous tous pour votre présence. Alors, parler à Avignon est toujours quelque peu intimidant, si j'ose dire, puisque c'est d'Avignon ou à Avignon qu'a pendant longtemps vécu l'un de mes amis dont nous reparlerons sans doute, à savoir Daniel Tammet, que je pense beaucoup d'entre nous connaissent. Donc encore une fois, merci pour votre présence. Alors, vous le savez, nous vivons des temps un peu troublés et turbulents, que ce soit politiquement ou autrement. Mais je pense que quoi qu'il arrive avec les quelques 600 000 élus que compte la France, il ne faut pas oublier que par un curieux hasard, en France, il y a également à peu près le même nombre de personnes autistes. D'ailleurs, très curieux, bon, c'est peut-être un mauvais clin d'œil du sort, ou de l'ironie de l'histoire qu'il y ait à peu près également 600 000 personnes autistes en France. Et je pense qu'être assimilé à un homme politique, c'est assez insultant, non? Qu'est-ce que vous en En tout cas, permettez-moi de vous dire, juste à titre d'ouverture, c'est un peu la minute quelque peu chiante, avec votre permission. Il faut donner peut-être au moins ce chiffre-là pour avoir un ordre de grandeur. Parfois, les gens pensent que l'autisme est un phénomène ultra minoritaire. Certains parents pensent être les seuls au monde à avoir un enfant ou un jeune de ce type. Donc, rassurez-vous, il y a beaucoup plus de personnes autistes qu'on ne le croit. À peu près 1% de la population, d'après les études les plus sérieuses. Cela veut dire, encore une fois, un peu plus de 600 000 personnes en France. Quand on dit personnes, il faut bien s'entendre qu'il s'agit d'enfants, d'adultes et de personnes âgées. Très curieusement, quand on dit personnes autistes, on pense toujours aux enfants, enfants autistes. Il y a une sorte d'association mentale. C'est un peu comme dire jeune délinquant. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, enfant autiste, c'est toujours lié. Et j'oserais même dire que c'est d'autant plus curieux que même quand on est conscient un peu de ces biais cognitifs, comme on dit, eh bien, on finit malgré tout par toujours commettre la faute, si j'ose dire, et toujours finir par parler en fin de compte des enfants autistes. Voilà. Mais les enfants autistes, que deviennent-ils à votre avis au bout de 10 ans, 15 ans? Est-ce qu'ils disparaissent sur Mars, ou sur une autre planète indéterminée? On verra ça. En tout cas, je pense qu'au bout de quelques années, on devient adulte. Ça va très vite, vous pouvez m'en croire. Et quelques années passent ensuite et on devient une personne d'un certain âge ou âgée. Et c'est très curieux que personne ou presque n'évoque le cas des personnes âgées porteuses d'autisme. C'est, je dirais, absolument regrettable que finalement peut-être 100 000 personnes, voire plus en France, soient totalement, je dirais, en dehors des présentations publiques ou des discussions que l'on peut avoir. Donc, vous voyez, dans l'autisme, tout n'est pas, je dirais, mis en lumière
de la même façon. Et nous avons un véritable travail de sensibilisation, un travail lourd peut-être à mener. Un autre tabou qui est, je dirais, inclus dans le terme personne, mais que l'on n'explicite pas souvent, c'est la question de l'autisme au féminin. Pendant longtemps, on a cru, et certains le croient d'ailleurs jusqu'à ce jour, que l'autisme serait uniquement ou presque uniquement une problématique de garçons ou d'hommes. Pourtant, les femmes ou les filles autistes sont très nombreuses. Simplement, le diagnostic est souvent encore plus compliqué à obtenir dans le cas des filles ou des femmes autistes. Peu de professionnels acceptent ou sont suffisamment compétents pour faire des diagnostics viables dans ce domaine-là. Et on pourrait faire, hélas, une très longue liste de femmes autistes ayant eu toutes sortes de diagnostics totalement farfelus, voire scandaleux. Donc très souvent, on les labellise hystériques. On se croirait à l'époque du bon docteur Charcot, mais on est bel et bien en 2017. Je crois que le pompon dans la compétition reviendrait à un certain psychiatre de la région toulousaine qui avait déclaré mot pour mot à propos d'une jeune femme autiste. Elle ira mieux quand elle aura, ça lui passera quand elle aura un mari. On se croirait dans un vaudeville du 19e siècle, vous voyez. Donc c'est pour dire l'étendue des malentendus qui règnent en la matière. Et il faut savoir que l'obtention du diagnostic, ce n'est pas qu'un jeu, il y a des enjeux derrière. Par exemple, l'enjeu que l'on évoque peu, mais qu'il faut mentionner au moins, c'est la problématique grave et beaucoup plus fréquente qu'on ne le croit, des violences que subissent les gens autistes et notamment, hélas, les cas de viol qui sont beaucoup plus fréquents qu'on ne l'imagine. Et donc, je pense que cela devrait faire l'objet d'une attention publique bien supérieure à ce qui se passe actuellement. On a peut-être, si vous le permettez, toujours dans cette parenthèse introductive quelque peu théorique, et je présente mes excuses pour cela, on a un autre tabou qui nous empoisonne assez considérablement la vie, c'est qu'il y a une forme de croyance en l'immuabilité de tel ou tel profil des personnes autistes. Il faut savoir que les personnes autistes, enfants et adultes, évoluent. Toute personne autiste peut apprendre, peut évoluer. C'est l'une des d'ailleurs grandes différences entre les personnes autistes et beaucoup d'hommes politiques. Les uns évoluent, les autres plus difficilement, dirions-nous. Voilà, pour être pudique et gentil. Mais en tout cas, il ne faut surtout pas croire que le spectre de l'autisme serait compartimenté en caissons étanches et que, par exemple, tel enfant, parce qu'il a tel profil à l'âge de 2 ans, serait en quelque sorte prédéfini par un certain type de profil tout au long de sa vie. Ça, c'est une croyance, je pense, assez regrettable. Nous y reviendrons, ne vous inquiétez pas, avec quelques exemples. Voilà, vous avez survécu au chapeau introductif. Maintenant, on peut nous amuser, quoi. Voilà. Donc, si vous le voulez bien, je vous ai mijoté un peu à la hâte une présentation sur une thématique, l'une des thématiques du devenir adulte, du passage des années, l'une des thématiques du devenir adulte des gens autistes, à travers, je dirais, toute la diversité des profils, des personnalités porteuses d'autisme qui existent. On retrouve souvent cette thématique qui est peut-être quelque peu douloureuse, mais peut-être qu'elle peut nous faire rêver aussi, à savoir la thématique de l'errance. Donc, je me permettrai d'ouvrir cela par une anecdote.
J'étais il y a quelques années à un colloque en Albanie. Alors ce n'était pas un colloque sur l'autisme, mais peu importe. Et il y avait un prof américain à ce colloque en Albanie. Et voulant être poli, je lui avais posé de ces questions non autistiques pour établir un contact. Voyez. Je lui avais demandé où vous vivez-vous aux États-Unis, quelle est votre université. Et il m'avait répondu, je suis à Texas Tech, à Lubbock. Donc je ne connaissais pas Lubbock, petite bourgade du Texas, petite ville du Texas. Et donc, voulant être poli, je lui avais dit, mais Lubbock, ça sonne très bien, ça doit être très joli. Et il m'a dit, non, si vous finissez à Lubbock, c'est que quelque chose de mal s'est passé dans votre vie. Alors, j'ai cru comprendre que comme mon interlocuteur n'était pas, on va dire, assez autiste, il avait eu des envies de carrière. Il voulait finir sans doute dans une fac très prestigieuse aux États-Unis, que sais-je, à New York ou ailleurs. Et il a fini à Lubbock. Voilà qui est terrifiant d'un point de vue non autistique, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Donc, les gens ont des perspectives de carrière, et puis on finit à Lubbock. Voilà. Donc, mais pourtant, de ma petite perspective, je pense que Lubbock, ça sonne beaucoup mieux que New York. New York, c'est visqueux et glissant, tandis que Lubbock, avec le double B, c'est quand même très chouette, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, peut-être que voyager à Lubbock peut être plus satisfaisant pour des gens autistes que des gens non autistes. Ceci étant, je ne me suis jamais rendu à Lubbock, je n'en sais rien. En tout cas, chers amis, actuellement j'habite en Nouvelle-Zélande. Je ne suis en France que pour une semaine à peu près. Et donc en Nouvelle-Zélande, lorsque je le dis que j'habite là-bas à mes amis autistes par email, très souvent ils me répondent en me disant que je suis aux antipodes de tel ou tel village espagnol. Jusqu'à présent, aucun non-autiste ne m'a fait ce type de remarque-là. Alors, ce n'est pas un critère officiel d'autisme, dirions-nous, mais c'est une observation rigolote. Donc, voici, pour nous amuser, la carte des antipodes. Sur cette carte, vous pouvez aisément visualiser quel point de la Terre correspond à quel autre point aux antipodes. Donc, pour parler clairement, vous voyez en jaune à côté de l'Espagne, c'est la Nouvelle-Zélande, inversé. Et donc, en effet, ce camarade avait raison. J'habite aux antipodes de l'Espagne. Enfin, c'est pas beau la vie. Voilà. Donc, pour l'anecdote, aux antipodes d'Avignon, ou presque à quelques mètres près, il y a les îles Chatham, donc si ça vous amuse, bref. Et donc, voyez un petit peu qu'être aux antipodes, c'est un peu un comble pour votre serviteur. Avant, je pensais être à l'est, maintenant, ça a empiré. Voilà. Dans ces formes d'errance que la vie de beaucoup d'adultes autistes revêt, il y a toutes sortes de formes. On pourrait faire une sorte de dégradé. Donc c'est un peu le menu du soir que je vous propose. Donc on pourrait agencer ou articuler cela sous forme de presque dégradé, depuis des formes d'errance, dirions-nous rêvées ou imaginées, jusqu'à des formes d'errance beaucoup plus dures. Et on y reviendra avec toujours des exemples. Donc commençons, si vous le voulez bien, par des formes d'errance purement imaginées, créatrices, dans les arts par exemple. Alors j'ai une bonne ou une mauvaise nouvelle à annoncer aux amateurs de littérature amoureuse. Beaucoup de grands auteurs de ce type de littérature avaient une vie aux antipodes de ce qu'ils décrivaient dans leurs livres. Jane Austen vivait en recluse. Ou alors s'il y a des amateurs des liaisons dangereuses, il faut savoir que Choderlos de Laclos était peut-être le seul aristo de son époque à ne pas être volage. Voyez. Donc on pourrait multiplier les exemples, comme s'il y avait une forme soit de compensation, soit de correspondance par antipode, si j'ose reprendre la métaphore, entre, je veux dire, certains types de vie
dirions-nous, peu sociaux, hein, et puis une certaine forme de production artistique ou littéraire. La même chose pourrait être dite à propos de main auteur qui parlait des voyages. Celui qui a en quelque sorte bercé mon enfance, ma petite enfance, par qui j'ai appris finalement le langage, en bonne partie du moins, c'était Jules Verne. Jules Verne qui a passé sa vie à narrer des voyages, à décrire toutes sortes de parties du monde. Eh bien, il faut savoir que Jules Verne n'avait jamais voyagé. Voyez. Donc, ce sont, je dirais, des exemples qu'on peut retrouver, par exemple, chez cet ami autiste Loïc. Loïc est l'un de mes meilleurs amis. Nous nous connaissons depuis fort longtemps déjà. Loïc fait partie de ces excellentes personnes autistes qui ont peu de compétences sociales, hein, donc aller faire ses courses est presque impossible, etc., ou voyager. Donc l'ami Loïc est un vrai petit génie en langue, hein. Il est docteur en linguistique et donc au chômage, hein, voyez, sans perspective professionnelle ou autre. Le camarade Loïc consacre sa vie à écrire des dictionnaires, hein, des dictionnaires d'importance ou d'usage quotidien. Hein. Par exemple, des dictionnaires vieux gaélique d'Écosse, vieux cornique, hein, voyez ce genre de dictionnaires-là, hein, qui ne vous attireront ni ne vous vaudront fortune ou gloire, voyez. C'est pour cela peut-être que Madame Kardashian n'écrit pas de dictionnaire. Hein. Oui, bon, bref. En tout cas, l'ami Loïc, parmi ses nombreuses passions et centres d'intérêt, se passionne pour l'un des dialectes du basque. Alors, il n'est pas basque, il n'a jamais mis les pieds au Pays basque et il n'y mettra sans doute jamais les pieds, mais il se passionne tout particulièrement pour l'un des dialectes du basque. Petite devinette, question à $1000 néo-zélandais. Hein. Si vous regardez cette petite carte des principaux dialectes basques, sachant que le roncalais est éteint, hein, à votre avis, quel est le dialecte qui intéresse le plus mon ami? Ben, le sultan, c'est le plus exotique, le plus oriental. Donc, voyez, il y a toujours ce tropisme vers la bizarrerie. Hein. Et on peut le comprendre. Hein. En tout cas, hein, j'espère qu'un jour, le camarade Loïc aura un petit métier. Hein, parce que ce n'est pas, je dirais, digne pour qui que ce soit que de tels talents soient gâchés. Hein. Juste petite parenthèse, savez-vous quelle était la personne, l'intellectuel qui a eu le plus de succès au dernier salon du livre, hein, qui s'est tenu à Paris le week-end dernier? Oui, c'est Nabila, hein, cette nouvelle génération d'intellectuels. Hein, oui. J'ai vu Onfray, hein, il n'y avait personne chez Onfray. Hein, voilà, il est déjà passé de mode. Hein. À côté, je dirais, de ces errances purement intellectuelles ou artistiques, il y a des errances que je dirais bricolées. Hein. Certains de nos amis autistes sont très doués pour tout ce qui peut être bricolage. Souvent, cela s'inscrit dans une sorte de projet de rêvasserie. Hein. J'ai par exemple un ami cher, je pense que je peux le nommer, Jérôme Écochard, qui, parmi ses centres d'intérêt majeurs, aime bricoler sa caravane. Hein. Je pense que c'est extrêmement symbolique. Hein. Je pense que la caravane ne sert pas tant que cela, mais c'est l'une des meilleures caravanes du monde, probablement. Hein. J'ai aussi un autre camarade, le brave Eric, on en reparlera à la fin de la présentation. Donc Eric, lui, il bricolait sa voiture, hein, en apparence une vieille voiture, mais après des années de bricolage autistique, elle est devenue sans doute plus confortable qu'une suite d'hôtels, hein, avec tout le confort qu'on peut imaginer. Et même des petits suppléments en bonus. Par exemple, lorsque on se fait kidnapper, souvent on est enfermé dans le coffre, nous sommes d'accord. Donc le camarade d'Eric, prévoyant le problème, a installé un dispositif d'ouverture du coffre depuis l'intérieur. Vous voyez ?
Donc, c'est un bel exemple d'économie autistique, hein, de la sécurité planifiée. Mais ne rigolez pas, hein, j'en connais qui choisissent leur ville de résidence en fonction des taux d'épidémie de grippe des années écoulées. Ils choisissent la ville où il y a le moindre taux de grippe et où l'espérance de vie est la plus élevée. Alors, on peut en rire, bien sûr, mais je pense que c'est très rationnel comme approche, en fin de compte. Hein, non, voyez. Alors, le camarade Eric est illustre, hein, Eric Lucas, parce qu'il figure au Guinness des records. C'est l'homme qui a le plus d'objets dans son manteau. Plus de 1000 objets dans son manteau. Depuis le matelas gonflable, en passant par le compteur GG, la station de filtrage d'eau, la perceuse électrique, réserve de vitamines et tout ce que vous pouvez imaginer. Tout ça, plus de 1000 outils sont dans son manteau. C'est pas beau la vie, hein? Et le fin du fin, c'est que le poids du manteau est bien inférieur à ce que l'on pourrait craindre. Bon, par contre, une fois, il a eu de gros problèmes à l'aéroport, mais c'est un autre détail. Bref, non, on reviendra sur Eric plus tard, hein, promis. En tout cas, chez d'autres personnes, le bricolage prend des formes, dirions-nous, artistiques. Et c'est là que je me permettrai de vous faire une incise sur des métiers de la mode ou des design. Souvent, quand on parle d'autisme, on associe cela à l'informatique. Il est vrai qu'il existe certaines personnes autistes qui sont particulièrement douées en matière d'informatique, mais c'est une minorité. La plupart des gens autistes n'en ont rien à faire de l'informatique. Voyez. Je suis absolument ravi que, par exemple, la thématique du devenir professionnel des personnes autistes amatrices d'informatique soit, je dirais, en phase de prise en compte. Hein, c'est excellent. Mais il ne faut pas oublier que peut-être, l'estimation est personnelle, peut-être 80% des personnes autistes ne s'intéressent pas réellement à l'informatique. Hein. Et pour vous donner un peu un contre-exemple, on pourrait justement citer ce domaine auquel on ne pense pas spontanément, à savoir les métiers du design, de l'art. Alors, on pourrait citer plusieurs noms, mais je n'ai pas forcément de sous pour l'avocat. Mais un nom qu'on peut citer, eh bien, c'est Philippe Starck, ou Starck, le designer célèbre. Donc bon, je fais une sorte de découpage d'une interview de Starck. Vous en trouverez facilement le texte, mais vous trouvez aussi d'autres interviews parlant du même sujet, où Starck évoque donc son autisme et la façon dont cet autisme, je dirais, contribue à sa création, sa créativité. Donc bien sûr, il doit affronter le scepticisme, pour ne pas dire l'ignorance d'Isabelle Kumar, je crois, une certaine journaliste, je ne la connais pas. Donc bref, et, vous voyez, je pense qu'il le dit très bien, et quand on lit tout le texte, c'est encore plus clair. Donc le fait de ne pas regarder la télé, le fait de ne pas parler avec les gens, ou pas beaucoup, et tout cela crée, je dirais, une forme d'univers intérieur, et cela contribue à sa créativité. On pourrait aussi ajouter toutes sortes de choses liées à la sensorialité, mais j'espère y revenir dans quelques instants. Vous voyez, donc, c'est un personnage illustre, porteur d'autisme, et on pourrait en citer d'autres encore une fois, mais bon, je n'ai pas forcément la permission ni les sous pour l'avocat. Mais un cas que je peux évoquer, c'est le cas de la maison Lolita Lempicka. Donc bon, voici une publicité d'il y a quelque temps à propos donc de cette maison Lolita Lempicka que je crois que tout le monde connaît. Donc il faut savoir que cet univers un peu onirique, un petit peu enfantin presque, qui est celui de Lolita Lempicka, eh bien, pendant longtemps, du moins jusqu'à il y a quelques années, la couturière principale de Lolita Lempicka, celle qui faisait les robes importantes, etc., c'était donc une femme autiste, donc Déborah ou Debbie. Dans l'un des livres que j'ai griffonné, je l'ai surnommée Debbie, mais bon, ce n'est pas forcément le meilleur pseudonyme pour cacher son vrai prénom. Bon, bref. Mais
En tout cas, voyez, Debbie ou Déborah a une forme, je dirais, extraordinaire de créativité qui repose sur son fonctionnement très particulier, ses hypersensibilités aux couleurs. Elle fait partie de ces gens qui, par exemple, refusent ou n'osent pas descendre à une station de bus dont le nom est disharmonieux à l'oreille. Vous voyez, c'est une forme de quête d'esthétique permanente. Alors, évidemment, quand vous avez ce type de profil-là, votre vie peut devenir très douloureuse, parce que la moindre sensation peut totalement perturber votre cours mental intérieur, mais cela peut représenter une bénédiction aussi. Et je dirais, tout le combat associatif ou autre, c'est de permettre à ces gens qui ont des hypersensibilités sensorielles particulièrement marquées de trouver cette astuce ou ce point d'inflexion qui permet de rendre, je dirais, de transmuer en atout ce qui était un certain handicap jusqu'alors. Alors, ce n'est pas toujours facile, la société ne s'y prête pas forcément. Déborah elle-même a connu des phases très compliquées de quasi-clochardisation, etc. Et je pense, c'est un peu indiscret, mais je pense pouvoir le dire, il y a une histoire très sombre parce que, en fait, Déborah a une sœur et sa sœur, à l'heure où nous parlons, est toujours enfermée à l'asile psychiatrique. On n'a toujours pas réussi. Voilà. Donc, pourtant, je suis convaincu que sa petite sœur aurait pu avoir un très très joli parcours aussi. Voyez. Mais simplement, il y a toutes sortes d'obstacles dans la vie qui... Donc, c'était simplement pour évoquer cela, des profils auxquels on ne pense pas toujours. Alors, passons maintenant à des formes d'errance bien réelles, bien physiques, matérielles. Alors, il y a tout d'abord la version la plus chic, entre guillemets, on pourrait appeler ça le nomadisme haut de gamme. Une petite minorité de gens autistes se sont débrouillés ou ont eu la chance de pouvoir être nomades, mais dans de bonnes conditions matérielles. Ah non. Donc, en d'autres termes, avec une forme de confort, pour ainsi dire, occidental ou presque. Alors, le nom qui me revient presque immédiatement à l'esprit, puisque c'est un cas un peu archétypique, je pense que je peux citer Rebecca Gould. Ah non. Donc, Rebecca est donc une Américaine originaire de l'Iowa. C'est important pour la suite. J'avais fait sa connaissance il y a quelques années lorsque j'avais un petit boulot à l'université de Téhéran. C'était à l'époque où le président Ahmadinejad était au pouvoir. J'avais été fort surpris d'apprendre qu'il y avait une Américaine à Téhéran au même moment. Et on m'avait rapporté que c'était une Américaine particulière parce qu'elle parlait couramment nombre de langues, des langues étranges. Et ensuite, j'ai compris en l'observant un petit peu que elle était un peu plus qu'américaine, dirions-nous, de chez nous, on va le dire comme ça. Et comme je dis, aux États-Unis, l'autisme est plus facilement abordable dans les échanges que par exemple en France. Donc en effet, elle avait confirmé ma petite sensation. On finit par les reconnaître, les gens de chez nous, mine de rien, quoi. Voyez. Et donc, en fait, la quête de Rebecca, c'est de se retrouver le plus loin possible de l'Iowa, de son Iowa natal. Donc à l'origine, ou plutôt son premier boulot à l'université, c'était en Géorgie. Donc Géorgie, le pays du Caucase, pas la Géorgie en Amérique. Et ensuite, elle est allée à Téhéran. Et puis ensuite à Singapour. Si vous regardez le planisphère, Singapour et l'Iowa, c'est à peu près ça. Bon, bref, ce sont juste des petites remarques. Oui. Donc, je dis Rebecca, pour diverses raisons, du fait que dans sa culture d'origine, l'autisme soit mieux reconnu, aussi du fait qu'il s'agisse d'une personne
particulièrement, je dirais, douée, sans doute aussi à cause de la chance. Elle a réussi, je dirais, à trouver sa petite case, hein, et donc à avoir une qualité de vie, on va dire, relativement fonctionnelle, hein. Ceci étant, vous ne croiserez jamais Rebecca dans une boîte de nuit quelconque, hein, soyons bien d'accord, hein. Et je pense que si vous la voyez spontanément, je pense que vous n'auriez pas idée, je dirais, de ses compétences, hein. Ce n'est pas forcément une personne qui interagit socialement, etc., hein. Donc, bref. Il y avait un autre cas un peu similaire. Peut-être que certaines personnes parmi nous connaissent ou se souviennent du nom d'Emmanuel Dubrul. Emmanuel Dubrul avait été pendant des années l'une des grandes belles figures de l'autisme francophone. Il avait été traducteur à la Commission européenne, hein, donc personnage très très attachant, très intéressant. Mais un jour, Emmanuel avait disparu, hein. Et on était plusieurs à se poser des questions. Où est-il passé? Qu'est-il devenu? Et après quelques recherches, eh bien, voici donc la réponse. Emmanuel s'est enfui, il est parti en Mongolie, hein. Il vit en Mongolie, il est devenu mongol. On a même réussi à avoir une photo, hein. Peut-être qu'un jour, dans quelques siècles, les chroniques mongoles diront qu'un jour est venu parmi nous un blanc qui parlait très bien notre langue, etc. Oui, il a fini peut-être par trouver, loin de son pays natal, une place, un rôle dans la société, hein. Et il semble même, est-ce qu'on peut le dire? Oui, je pense, il semble même qu'il soit à présent heureux papa d'un petit mongol. Voilà, c'est excellent, je pense. Voilà. Un autre cas de pérégrination peut-être un peu plus surprenant, mais pour vous montrer à quel point c'est parfois étonnant. Le camarade Daniel Tammet, hein, donc ancien Avignonnais, hein, Daniel a enregistré une excellente émission qui a été diffusée il y a 3 ou 4 semaines sur BBC4. Et c'est véritablement un très 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 beau travail de journaliste, hein, de la part de ceux qui ont fait l'émission sur BBC4. Alors, l'une des histoires que Daniel y rapporte et que je me permettrai de vous redire avec mes mots, c'est le problème du cheminement d'un lampadaire à l'autre. Ça a l'air banal, mais comment peut-on se rendre d'un lampadaire à l'autre? Voici à peu près ce que Daniel exposait. Lorsqu'il était enfant, il avait calculé que pour aller d'un lampadaire à l'autre, cela lui prenait 8 secondes. C'est-à-dire, en bonne logique, pour parcourir la moitié de la distance, cela prenait 4 secondes. Nous sommes d'accord. Ou alors, pour parcourir le quart de la distance, cela ne prend que 2 secondes. Ou alors, pour parcourir le 8e de la distance, cela ne prend qu'1 seconde. Vous voyez, on peut découper à l'infini cette distance. Et ce qui tracassait Daniel, c'était comment faire pour ne pas se perdre dans ces fractions et arriver bel et bien à destination, à savoir à hauteur du 2e lampadaire. Voyez, c'est quelque chose d'assez angoissant. Et cela m'a un peu perturbé d'entendre cela parce que quand j'étais petit, j'avais aussi ce type d'appréhension, hein. Comment être sûr que l'on arrivera, malgré toutes ces problématiques d'une infinité de fractions, au lampadaire suivant, hein. Donc les trajets géographiques ne sont pas toujours si faciles parce qu'il y a toutes sortes de processus qui peuvent se passer. Vous voyez, c'est tout à fait singulier, hein. Et puis, bon, on y reviendra, je l'espère, bon, on verra. Bon, bref, non, on y reviendra plus tard. Alors, parmi d'autres formes de nomadisme, je veux dire, on descend d'un cran, là, et vous verrez, ce sera une sorte de dégradé, hein. Il y a ce que j'appellerais, c'est un terme assez personnel, le semi-nomadisme. Il y a des gens autistes qui cherchent un point de chute, mais n'en trouvent pas.
Et donc, il parcourt les pays, parcourt des métiers ou essaye d'avoir des métiers, mais sans trouver, je dirais, de lieu d'accueil correct. Si vous me permettez de le dire par une tentative d'image, on pourrait l'assimiler à la pierre qui tombe et rebondit sans arrêt, faute de pouvoir trouver la place de son repos. Je suis mauvais pour faire des haïkus, mais on pourrait presque faire un petit haïku à partir de ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, à une époque pas si lointaine, je fréquentais un peu le groupe de discussion d'Autisme Genève, ou alors Autisme Genève, comme on dit localement. Et donc, chez Autisme Genève, j'ai pu, par exemple, discuter avec une femme autiste qui avait, je crois, vécu dans quelque chose comme 30 pays et exercé au moins autant de métiers, depuis présentatrice à CBS News jusqu'à femme de chambre, je crois, au Brésil, en passant par tout ce qu'on peut imaginer. Comment, dans ces conditions, faire un CV pour postuler à un emploi? C'est impossible. Pourtant, que de compétences. Je ne sais pas si vous avez tiqué, mais la personne n'est pas américaine. Pourtant, elle a été présentatrice sur CBS News. Vous voyez ce que cela sous-entend, hein? Pour vous le dire autrement, les gens de Nouvelle-Zélande, les journalistes de Nouvelle-Zélande sont refusés à la BBC parce qu'ils parlent avec l'accent néo-zélandais. Hein? Donc pour être accepté à CBS News, il faut avoir des compétences phonétiques assez notables. Hein? Bref, je passe. Il peut y avoir d'autres de ces raisons qui poussent à une forme de semi-nomadisme. Par exemple, des formes d'hyperactivité. Dans le jargon, vous excuserez, on peut parler de TDAH, donc trouble de déficit de l'attention, hyperactivité. Un livre qui expose un petit peu ces particularités d'hyperactivité qui sont très, très, très souvent présentes chez les gens autistes. Comment ces particularités interfèrent, je dirais, dans une forme d'errance ou semi-errance d'un certain nombre de personnes autistes, eh bien, c'est ce livre-là. Ce livre-là, chers amis, de Denise Linke, est aujourd'hui un peu le livre phare de l'autisme en Allemagne, ou en langue allemande. Alors, je dois vous dire que je suis très, très, très déçu. Je fais le tour de beaucoup d'éditeurs français ou francophones pour leur proposer de faire une traduction de ce livre. Aucun éditeur n'a accepté. Alors, parmi les raisons les plus fréquemment citées figurait, première raison, elle n'est pas connue en France. Bon, peut-être, mais le livre est intelligent. Hein. Mon Nabila est connu, mais qu'est-ce que ça apporte? Enfin, du moins connu des non-autistes. Hein. Bon, bref. L'autre argument qu'on m'a opposé et qui a tout aussi, je dirais, sa saveur, on m'avait dit, mais c'est elle sur la couverture? Elle ne peut pas être autiste, hein? C'est une erreur. Hein? Bon, ben, ok. Parfois, hélas, des gens autistes sont victimes soit de mauvais traitements, soit de violences. Hein? Et la vie de certaines personnes autistes est parfois, hélas, une sorte de, je dirais, chapelet, pour ne pas dire chemin de croix de violence subie. Hein? Et je pense que ce livre-là en parle et c'est un peu actuellement mon coup de cœur en termes de littérature dans l'autisme. Donc ce livre a été écrit par une néo-zélandaise porteuse d'autisme, Julie Hanifai. Ça s'appelle A Small Blue Thing, une petite chose bleue. Hein. Je pense que le titre résume très bien le livre. C'est un livre humble, très doux, et qui retrace un peu ce parcours très douloureux, mais finalement réussi. Hein. Et je crois que personne ne sera surpris que le titre contienne le mot bleu, hein, que la couverture soit bleue, hein, qu'elle ne soit pas rouge par exemple, hein, voyez. Et je pense aussi on peut facilement deviner pourquoi il y a une petite faute volontaire dans le titre. Normalement, on aurait dû mettre une majuscule au A. Mais si vous mettez une majuscule au A, vous cassez toute la symétrie de la page. Oui.
Et là, vous le voyez bien avec la graphie du titre, la pièce de tissu, etc. C'est vraiment la symétrie qui est particulièrement importante. Hein. Et ça, si on comprend ça, on peut réduire considérablement le nombre de troubles de comportement présents chez certaines personnes autistes. Hein. Oui. Beaucoup de personnes autistes peuvent être particulièrement attachées à certaines particularités sensorielles, etc. Si on l'ignore, si on ne respecte pas le code, on risque d'avoir des problèmes. Je suis un peu gêné de citer l'exemple qui me vient à l'esprit parce que c'est un peu égocentrique. Je présente mes excuses pour cela. Mais savez-vous que je rends beaucoup de gens autistes, beaucoup de mes amis autistes jaloux? C'est à cause de mon prénom. Parce que si vous écrivez Joseph avec un F à la fin, il faut le faire avec un F, eh bien au milieu du S, il y a un point qui permet de faire pivoter le prénom de 180 degrés et de retrouver quasiment le dessin initial. Voyez ? Donc je ne suis pas sûr que mes parents y aient songé en choisissant mon prénom. Mais d'un point de vue de symétrie, c'est quand même un atout majeur. Hein. Bon, après, vous savez, on pourrait dire beaucoup de choses dans ces histoires de prénoms. Hein. Si vous permettez une petite incise, le camarade Daniel Tammet, il m'avait dit qu'il me reconnaissait parce que lorsqu'il me voyait, il avait une vision du chiffre 9. Donc ça s'explique facilement parce que comme pour lui, chaque chiffre a un caractère. Par exemple, le 4 est très triste, le 5 est très joyeux, c'est le chiffre un peu qui danse, c'est le 5. Alors, le 9, il est un peu instable, voyez. Alors, ce qu'il n'avait pas osé me dire, mais que bon, ensuite on peut retrouver, c'est que le chiffre 9 est non seulement instable, mais il est associé aux politiciens, quoi, un peu suave. Donc méfiez-vous, vous avez été prévenu. Non, je plaisante, je ne suis pas politicien, encore une fois. Ensuite, il y a toutes ces questions, je dirais aussi de phonétique. Pour un certain nombre de personnes autistes, c'est extrêmement difficile d'avoir un prénom qui finit par I. Vous voyez, parce que le I, c'est le son le plus, je dirais, terrible, du moins dans la phonologie du français. Et avoir un prénom qui finit sur cette note peut être très difficile à porter. Donc, certaines personnes troncaturent, c'est-à-dire coupent leur prénom. D'autres changent totalement leur prénom et imposent tel ou tel prénom à leurs parents. Vous voyez, c'est l'enfant qui se rebaptise en quelque sorte, si j'ose dire. Alors, un cas que je trouve touchant, et permettez-moi de vous rapporter cette anecdote. C'est donc l'une des 3 ou 4, je pense, principales figures de Wikipédia en français, Harmonia Amanda. Donc, il faut savoir, je ne reviendrai pas sur les détails si vous le permettez, faute de temps, il faut savoir que Wikipédia est une affaire de chez nous. C'est-à-dire, si on arrive au haut échelon de Wiki, on ne trouve quasiment que des gens de chez nous, pour diverses raisons. Et donc, l'une des principales figures, c'est donc Harmonia Amanda. Donc évidemment, ce n'est pas son vrai prénom. Son vrai prénom finissait par un I, quoi. Et elle a réussi à convaincre ses parents de ne plus jamais utiliser ce prénom-là. Donc, et chez Amanda, il y a aussi cette forme de synesthésie. Donc juste à titre de curiosité, vous connaissez la poésie de Rimbaud qui s'appelle Voyelle. Donc de mémoire, le premier vers, mais vous me corrigerez parce que je souffre d'Alzheimer. Le premier vers, c'est à peu près ceci. Donc A noir, E blanc, I rouge, U vert et O bleu. Voilà, c'est à peu près ça le premier vers de mémoire. Quel est le problème? C'est que c'est faux. Parce que le A est rouge, il n'est pas noir. Voyez?
Et donc la petite Amanda avait des accès de colère en classe lorsqu'elle entendait ces mensonges de Rimbaud. Parce qu'en fait, Rimbaud n'était pas synesthète, mais il se faisait passer pour ça. Et donc il a associé n'importe quelle couleur à n'importe quelle lettre. Mais ça, c'est fake news, hein, vous voyez, comme on dirait maintenant. Et je pense que les profs de la petite Amanda n'avaient pas compris pourquoi il avait des accès de rage en pleine poésie. Hein, voyez. Vous savez, pour le dire de façon très schématique, parmi les profs qui ont des enfants autistes en classe, on pourrait distinguer, dégager deux catégories. Hein, les profs qui adorent et les profs qui détestent. Sans vouloir être méchant, les personnes qui appartiennent à la deuxième catégorie pourraient peut-être essayer d'envisager un autre métier. Hein. Parce que comment ne pas être fasciné par un tel profil? C'est formidable. Voyez quel type d'atout cela peut représenter pour la créativité ou l'épanouissement de la personne aujourd'hui et demain. Voyez. Donc il ne faut surtout pas passer à côté de cela. Hein. Et je trouve d'ailleurs purement scandaleux que des gens comme Amanda ou tant d'autres, des personnages éminents de Wiki, soient totalement privés de devenir professionnels ou autres. Hein. Bon, on verra un autre exemple dans une minute ou deux. Hein. Justement, on y arrive. Il y a une autre forme d'errance, hein, on descend encore d'un cran, ce que j'appellerais à titre personnel l'errance de nostalgie. Hein. Les gens autistes ont souvent été exclus de beaucoup de choses hein, dans leur vie. Hein. Et parfois, certains, du moins, d'une certaine façon, par leur errance, leur voyage, essayent de retrouver certains lieux, soit qu'ils ont fréquentés, soit dont ils ont été exclus. Permettez-moi de donner un exemple plus spécifique. Alors, j'ai entendu cette histoire sous plusieurs, je dirais, formes et concernant plusieurs personnes. Alors, c'est typiquement le genre d'histoire que vous ne trouverez pas dans les livres sur l'autisme. Bon, je vous la rapporte un peu à titre informel. Beaucoup de gens autistes qui ont été privés d'études supérieures ou d'apprentissage viennent d'une certaine façon rôder, paraît-il, près de certaines universités. Alors, un cas parmi d'autres que je me permettrai de citer, bien c'est le cas de sans doute le principal rédacteur de Wiki en vieil anglais. Alors, Wikipédia existe en vieil anglais, hein, contrairement à ce que certains pensent. Hein. Alors, le vieil anglais, pour être bien clair, ce n'est pas Shakespeare. Hein. Shakespeare, c'est déjà de l'anglais moderne. Hein. Le vieil anglais, si vous me permettez, juste pour le plaisir, je ne sais pas si nous aurons le son. Hein. Donc, voici donc ce qu'on appelle le Deor. Alors, le Deor, c'est l'un des poèmes subsistant en vieil anglais, ou plutôt c'est un vieil anglais matiné de langue anglo-saxonne. Hein. Moi j'aime beaucoup, hein, c'est l'un de mes poèmes préférés, bon, juste pour avoir un petit aperçu phonétique si vous le permettez. Hein. Overreira þessi swamai, wei asgordan, eir man riches, wulven a yethocht, ach ta wida folk, goten a riches, that was grim cunning. Vous voyez, à peu près pour avoir une idée de ce qu'est le vieil anglais. Hein. Donc, je pense qu'il faut être singulièrement fêlé pour lire cela. Je pense que peut-être il faut l'être encore plus pour l'écrire. Hein. Et c'est justement dans cette langue qu'est écrite Wiki en vieil anglais. Alors le truc, la nouvelle terrible, c'est qu'en fait le principal rédacteur de Wiki en vieil anglais est pour ainsi dire SDF ou quasi SDF. Et il rôde ou rôdait à certains moments de sa vie autour de l'université de laquelle, à votre avis, Oxford, évidemment. Parce que c'est la plus ancienne fac anglaise. Et au moment de la fondation de la fac d'Oxford, eh bien, le vieil anglais était encore peut-être tant bien que mal dans les mémoires. Bon, c'était déjà en cours d'effacement. Hein, mais, voyez, donc je pense que peut-être si quelqu'un croise dans les buissons autour de cette fac un personnage bizarre, et peut-être loin de se douter qu'il a face à lui l'un des plus grands, sinon le principal rédacteur de Wiki en vieil anglais. Hein.
Des histoires de ce type, on pourrait en raconter beaucoup. Hein. Et bon, je n'ose pas, bon, c'est une sorte de... Je pense celui qui a entre autres écrit sur ce sujet du retour, hein, en certaines choses, ben, ça pourrait être Mircea Eliade. Alors, j'avais à une époque de ma vie, c'est une petite confession, hein, été assez fasciné par le personnage de Mircea Eliade. Avant tout parce que son prénom se termine par Ea, quoi. Je trouve que c'est génial d'avoir un prénom qui finit en Ea, quoi. Mircea, ce sont un peu les chevaux en liberté, hein, vous voyez. Bon, le problème, c'est qu'il était roumain d'origine. Or, en roumain, son nom et prénom se prononcent Mircea Eliade, ce qui casse tout, quoi. Ouais, mais bon, bref. On en arrive peut-être à l'étape douloureuse, hein. C'est tout simplement celle des personnes à la rue, quoi. C'est une thématique dont on ne parle pas beaucoup, voire que l'on évite soigneusement, mais beaucoup de personnes autistes finissent à la rue, hein. Et une proportion sans doute plus forte que ce qu'on croit, hein, de personnes à la rue sont porteuses d'autisme, hein. Donc, est-ce qu'un jour les autorités publiques s'intéresseront à la thématique ? En tout cas, permettez-moi de vous montrer un projet, hein, qui parle justement, qui aborde cette thématique. Mais avant ça, peut-être qu'il y a parmi nous des gens nostalgiques ou amoureux des années 50, 60, non? Quand on est un peu nostalgique des années 50 et 60, le grand auteur, l'auteur symbole, c'est évidemment Jacques Kerouac, hein, qu'on peut prononcer à la française parce qu'il était québécois d'origine. Il a d'ailleurs écrit en français aussi, hein. Jacques Kerouac, dans ses divers livres, alors le plus connu, comment c'est en français, Sur la route, non? Voilà. Un de ses livres moins connus, hein, c'est le Dharma Bums. En français, c'est, je crois, Les Clochards Célestes. Et donc, quand on lit ce livre, c'est une sorte de compilation un peu romancée, mais à peine, de portraits de Clodo qu'il avait rencontré en chemin. Je suis prête à parier une tablette de chocolat que... Parmi ces profils de Clodo, il y en a une bonne partie, hein, qui aurait pu avoir le petit diagnostic, hein, ou le diplôme, hein. Il y a deux types de gens autistes, les diplômés et les sans-papiers, quoi. Voilà. Donc c'est un peu ça, quoi. Bon, on essaye de régulariser les sans-papiers en quelque sorte. Voilà. Donc, non, pardon d'en parler de façon un peu désinvolte, hein, mais peut-être que cette référence un peu littéraire peut nous aider à appréhender le phénomène qui n'est pas nouveau, hein, mais simplement une prise de conscience nécessaire. Sans vouloir, puis on n'a pas le temps d'entrer dans tous les détails, venons-en aux faits. Le camarade Eric, dont je vous avais parlé il y a quelques minutes au début, celui qui bricole sa voiture et celui qui a le fameux manteau miraculeux, hein. Donc le camarade Eric, suite à toutes sortes de péripéties dont je passe la teneur, ce n'est pas forcément intéressant et ce serait peut-être surtout indiscret, hein. Suite à toutes sortes de péripéties, le camarade Eric s'est donc retrouvé en errance, hein. Donc, il a quitté la France, puis il est parti vivre en Asie centrale, et puis suite à un périple presque de roman, le voici depuis quelque temps au Brésil. Il a été clodo au Brésil jusqu'à récemment, hein, plus précisément à Rio, hein. Il a fait la Manche à Rio pendant 1 an à peu près, et maintenant il a démarré un nouveau projet. Il a ouvert un centre pour SDF autistes à Rio, hein. Et donc, quelle est l'idée? Entre autres activités, Eric pratique une sorte de coaching à la mendicité, donc pour les personnes à la rue porteuses d'autisme. L'idée lui en est venue, bon, d'une part à cause de son expérience personnelle, mais aussi parce qu'il avait rencontré le jeune homme qui figure là sur la photo, qui donc mourait de faim parce qu'il ne savait pas demander ou obtenir sa pitance, hein, en quelque sorte. Donc,
ils ont commencé à lui confectionner toutes sortes d'outils, je dirais professionnels ou presque. Donc, entre autres, cette espèce de pancarte qui donc présente son porteur. Alors, c'est bien sûr écrit en portugais, bon, c'est le Rio. Hein. Et donc également, au-delà de la pancarte, il y a des espèces de fiches donc, qui demandent en l'occurrence une tomate, une banane, une pomme, etc. parce que la personne en question préfère ce type de régime. Hein. Vous voyez, les gens autistes ont souvent des régimes alimentaires assez spécifiques. Hein. Pas mal de végétariens ou de gens qui tendent vers le végétarianisme, etc. Enfin, ce n'est pas forcément le sujet du jour, mais on peut en reparler dans nos échanges dans quelques minutes si vous le voulez bien. Et donc, bien sûr que c'est lamentable d'en arriver là, hein, mais néanmoins, hein, peut-être que cela peut représenter un petit déclic pour la suite de la vie de tant de personnes autistes dont finalement aucune assoce ne voulait. Hein. En situation, voici donc à peut-être 400 mètres, je ne sais pas environ, de la plage de Copacabana. Hein. Voici donc un lieu d'activité. Hein. Donc si vous traînez par là-bas, au lieu de perdre votre temps à la plage avec les non-autistes et les pickpockets, venez parmi les gens bien, quoi, si j'ose dire. Il y a même un site web, hein, donc autiste.rio, qui représente l'ambassade, hein, ça s'appelle comme ça, pourquoi pas, c'est joli, hein, d'Autistan. Hein. À Rio, hein. Vous remarquerez si vous avez l'œil attentif qu'en haut du site, il y a deux rubans de drapeau. Hein, parce que le camarade Eric a déposé le site Autistan avec toutes sortes de postfixes. Hein, vous voyez le .br, .be, .fr. En fait, il en a même déposé plus que ce qui est représenté. Par exemple, il a même le autistan.su comme Union soviétique. Enfin, toute son AH est passée là-bas, hein, dans ses achats de sites. Hein. Et la nouvelle, si j'ose dire, depuis, je pense que je peux le dire, depuis 1 mois ou 2, le camarade Eric a obtenu l'asile politique au Brésil. Hein. Donc il fait partie des quelques Français qui ont l'asile politique au Brésil de façon tout à fait légale. Hein. Voilà. Donc comme quoi, les parcours de vie sont tout à fait étonnants. Alors bien sûr, on peut en rire, on peut trouver ça bizarre, peut-être, mais néanmoins, ce que je trouve absolument formidable, c'est que ce gars-là, avec un budget de 0, il fait peut-être plus que certaines assos que j'appellerais petits fours, hein, qui ont un budget conséquent, mais dont l'action parfois est plus faible ou plus maigre que ce qu'elle devrait être. Hein. Voyez, bon, c'est juste une sorte de considération tout à fait personnelle. Hein. Je préfère un tout dernier thème d'errance, mais cette fois un peu plus réjouissant. Hein. C'est peut-être un peu délicat d'en parler à Avignon, mais néanmoins, vous savez, l'univers maritime, l'univers du bateau peut occuper une place tout à fait singulière dans l'architecture mentale, je dirais, d'un certain nombre de personnes autistes. J'avais en Nouvelle-Calédonie rencontré un très jeune homme, un ado, hein, autiste, appelons-le Pierre, hein, c'est son vrai prénom en plus. Et donc Pierre, si vous le rencontrez, vous direz que c'est un jeune homme non-verbal, et c'est vrai qu'il est peu verbal. Hein. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, hein. Quelques mots par jour tout au plus. Mais en fait, il cache un monde intérieur particulièrement riche, puisque presque tout son être intérieur tourne autour de l'univers de la navigation. Hein. Et je vous souhaite d'avoir un jour cette expérience, de vous retrouver sur un bateau, piloté par un ado ou pré-ado autiste non-verbal qui file entre les îles du Pacifique. On peut en avoir peur, mais en fait, je pense qu'on peut faire davantage confiance à notre camarade Pierre qu'à certains prétendus grands timoniers qui mènent le tout en naufrage tout de suite. Hein. Ça vaut en politique aussi bien qu'en navigation d'ailleurs. Hein. Mais bon, bref.
Et parmi, par exemple, je peux comprendre, si vous êtes véritablement passionné par tout cet univers-là, eh bien, votre façon d'agir, votre façon de penser peut être modelée d'après ces modèles-là. Après tout, au lieu de dire le ciel est à droite, quoi de plus naturel que de dire le ciel est affalé à tribord, hein? C'est plus logique d'une certaine façon, hein? Voilà, ça se comprend. Alors, toujours en Nouvelle-Calédonie, hein, une autre histoire un peu différente, hein, dans la petite bourgade portuaire de Boulou-Paris, hein, dont on voit une photo, hein, c'est le petit port de Boulou-Paris. Donc il y a divers bateaux, comme nous le voyons. Alors sur l'un des bateaux, habite en permanence un certain monsieur d'un certain âge. Il ne communique avec personne, hein. Alors il y a toutes sortes de ragots, d'histoires qui circulent sur son compte. On dit qu'il aurait vécu l'aventure pendant la guerre en Yougoslavie, on ne sait pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui, paraît-il, ou de toute évidence, souhaite vivre le restant de son âge sur ce bateau quelque part en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que c'est une option pour la retraite des gens autistes? Peut-être, je n'en sais pas rien, mais en tout cas, je commence à réfléchir à la mienne, hein, évidemment. Mais en tout cas, ce qui est peut-être possible, c'est que, vous voyez, parmi les diverses légendes qui existent dans le milieu des marins, hein, eh bien peut-être que, bon, je suis obligé de sauter, peut-être que la légende du bateau fantôme ou du capitaine fantôme pourrait être liée un peu à ces personnes-là, hein. C'est une hypothèse de travail. Mais qu'appelle-t-on cette légende du bateau fantôme? On se rend compte que dans beaucoup de cultures, beaucoup de traditions liées un peu à la mer, il y a cette histoire-là que quelque part errerait un bateau fantôme sans équipage ou alors avec juste un capitaine un peu unique, un fantôme, hein, qui errerait à travers les flots. Quand j'avais lu durant ma tendre enfance le fameux 20 000 lieues sous les mers, et donc la figure du capitaine Nemo m'avait toujours paru quelque peu contradictoire, parce que d'un côté, le capitaine Nemo est tout sauf autiste, hein. Alors, il était prince, il est très sociable, c'est-à-dire il a des serviteurs, il a un équipage qui lui obéit, etc. Mais de notre côté, le capitaine Nemo a aussi un côté autistique. Il est passionné, voire obsédé par les classifications de plantes, il refuse le contact, il est en permanence en fuite quelque part sous les mers. Donc, je pense que c'est un peu un profil, on va dire, littérairement hybride, hein, que le capitaine Nemo. J'en aimais quand j'étais petit certaines facettes, mais certaines autres facettes du capitaine Nemo me gênaient ou me surprenaient en quelque sorte. Peut-être que toutes ces légendes-là de bateaux fantômes ont un certain fondement, peut-être que sais-je. En tout cas, permettez-moi de raconter, bon, là, vous connaissez sans doute l'opéra emblématique de Wagner, le Hollandais volant, quoi. Voyez. Donc il faut préciser en ces temps politiquement troublés que le titre Hollandais volant n'a pas de sens politique. Bon, c'est une précision certes un peu légère, mais que se passe-t-il, hein? Donc le navigateur réel, entre guillemets, d'Aland, hein, rencontre un navire fantôme, hein. Donc je ne sais pas ce que vous, dans de pareilles circonstances, feriez, hein. Donc, mais Daland, il crie au capitaine fantôme, « Qui es-tu » Et le capitaine fantôme lui répond en un seul mot, Hollandais. Excellente présentation, hein, non, je crois. Après, bon, si on saute, il y a toutes sortes de passages très, très intéressants, mais pardonnez la traduction un peu abrupte et schématique. Donc, je ne peux pas nommer
tous les pays que j'ai visités ou trouvés, hein. Mais le seul vers lequel mon cœur brûle, mon cœur tend, c'est celui que je ne trouve pas. C'est mon pays propre ou ma patrie. Hein, voyez. Des gens comme Rebecca Gould pourraient signer. Hein, voilà, c'est assez intéressant. Et finalement, le fait de ne pas avoir trouvé de place dans sa société d'origine, hein, peut avoir des effets extraordinaires puisqu'on est amené à courir le monde et à faire tant de découvertes. Hein. Ça dit au passage, pardon de revenir au camarade de Daniel, hein, mais Daniel n'est pas français d'origine, hein, nous le savons, il est anglais. Hein, et il le dit lui-même, pourquoi il est venu en France? Ben parce qu'en Angleterre, il passait pour vraiment bizarre. En France, on sait que les Anglais sont excentriques. Ah bon, l'autre histoire un peu curieuse, c'est que en fait, Daniel, pardon de le dire par une sorte de boutade, en fait, quand il est devenu riche, il est venu en France. Hein. Normalement, quand on devient riche, on quitte. Non, je plaisante. Mais, vous voyez, pour terminer, si vous le permettez, je présente mes excuses à toutes les personnes qui ont déjà vu cette diapo, mais j'aime beaucoup cette diapo et je n'arrive pas à m'en détacher. Hein. Donc, nous pouvons explorer à titre de rapide conclusion. Après ces quelques pérégrinations autour de l'autisme, nous pouvons explorer, si vous le voulez bien, les troubles non autistiques, hein, cette fois. Hein, parce que je pense qu'il faut quand même aider aussi ces gens-là, hein, qui souffrent de non-autisme. Hein. Donc, merci. Quoi de mieux que de procéder de façon scientifique, hein? Donc pour cela, nous avons ce site web officiel, du non moins officiel, Institut d'études des troubles non autistiques. Voilà qui sonne bien tout de suite. Hein. Donc, quoi de mieux que de lire, hein. Donc, lisons. Le syndrome neurotypique. Bon, eux, ils disent neurotypique, ça c'est du jargon, ça veut dire non autiste. Hein. Ce n'est pas un terme que j'utilise beaucoup. Je n'aime pas trop le terme neurotypique, d'une part parce qu'il y a une sorte de friction des consonnes quand on dit neurotypique. Phonétiquement, ce n'est pas très réussi. Hein. Mais surtout, pourquoi neurotypique ne me convient pas? Parce que, comme le disait un camarade, on n'a pas besoin d'être autiste pour être bizarre, quoi. Voyez, ce qui est une réflexion tout à fait intéressante. Donc, dirons-nous entre nous non-autistes, tout simplement. Le syndrome non-autistique est un trouble neurobiologique. Alors là, il faut arrêter tout de suite. Hein. Ça, c'était la version américaine, nous sommes bien d'accord. Hein. Une version française plus adaptée serait qu'il s'agit bel et bien d'un trouble des relations avec la mère. Nous sommes bien d'accord. Ben oui, si vous avez un quelconque problème dans votre vie, vous en connaissez la coupable. Voyez, je vous ai fait un diagnostic gratuitement. Hein. Mais attendez, il y a parfois pire encore. Parfois, il y a des troubles relationnels avec une personne encore bien plus sinistre que la mère. Je veux dire la belle-mère. Cette personne est sinistre parce qu'en fait, elle n'est pas belle. Et donc, il y a une contradiction dans les termes mêmes. Hein, comme s'écrirait un camarade latiniste, contradictio interminis, quoi, vous voyez, donc c'est intolérable. Bon, ceci étant, l'écrasante majorité des gens autistes n'ont aucun problème de belle-mère. Hein. Ça, c'est véritablement un problème plus spécifique aux gens non autistes. Hein. Voilà. Mais bon, continuons. Hein. Bon, ça me fait toujours penser au camarade Loïc, hein, le fabuleux linguiste. Une fois, il m'avait écrit un email et dans ces mails, il me demandait « Mais pourquoi, quand tout s'arrête, on parle de mouvement social ?» Mais c'est une très très belle question, hein. C'est vrai que les choses ne devraient pas s'arrêter en cas de mouvement social. Hein. Mais bon, passons. En tout cas, tous ces troubles-là sont caractérisés par des préoccupations sociales.
je serai toujours absolument bluffé de voir l'énergie et le temps de cerveau disponible, pour parler comme quelqu'un de connu, que consacrent certaines personnes dites normales à savoir ce que les autres pensent d'eux. Hein? Et certains sites ou certaines arnaques commerciales type Facebook exploitent cette propension. Hein. Et quand vous n'êtes pas sur ce genre de site, comme c'est le cas de votre serviteur, vous recevrez tous les jours des messages pour vous appâter, pour vous attirer. Par exemple, Joseph, découvrez ce qu'un tel a dit de vous. Mais je m'en moque totalement de ce qu'un tel a dit de moi, quoi. Voyez? Enfin bref, c'est intéressant comment on exploite les mécanismes psychologiques. Ça dit au passage, on n'en parlera pas aujourd'hui, on n'a pas le temps, mais un sujet absolument passionnant pour discuter, ce sont les publicités. Les publicités en général ne marchent pas pour les autistes. Voyez? Comme le mode de fonctionnement est différent, mais je suis un peu gêné pour en parler publiquement parce que si je commence à parler de ça, les publicitaires pourraient être tentés d'exploiter aussi le fonctionnement autistique. Ce n'est pas l'objectif, donc je suis prudent. Bref, on a des délusions, c'est-à-dire fausses croyances de supériorité. Ah, moi grand patron, moi président. Voyez? Il y a des gens qui ont une forme de pulsion vers le pouvoir particulièrement exacerbée. On en voit quelques échantillons en politique. Bon, bref. Et bon, aussi le problème, c'est que non seulement la vie de la personne elle-même peut être gâchée par ses propres tendances ou propres penchants, mais le pays en tant que tel peut être mené vers la ruine. Bon, ça c'est donc un autre problème. Bref, on a des obsessions de conformité. Je serais toujours frappé de constater, par exemple, comment certains ados non autistes ont des accès de rage parce qu'ils veulent la même marque de vêtements que leurs camarades de classe. Et on ne les enferme pas, voyez. Et d'autres un peu plus tard ont des envies de costards très précieux, voyez. Bref, je fais des économies. Bon, ceci étant, je dois peut-être être prudent par rapport à ce que je raconte parce que hier, on a fait une soirée près de Toulouse. Il y avait le député local, Monsieur Bapt. Et voyant mon pull que j'ai enlevé, j'ai un pull un peu dégueulasse. Voyant mon pull dégueulasse, monsieur le député m'a offert 2 pulls. Donc je dois faire attention. Mais bon, bref. Petite valeur, pas de marque. Enfin, bref. Le canard rôde. Alors, pour terminer, on a quelques onglets là, si vous le voulez bien. Alors, quelle est la prévalence de ces troubles non autistiques? En fait, ça dépend où vous la mesurez. Si vous mesurez ça sur les plateaux de télé-réalité, alors, sur les plateaux télé tout court, c'est à peu près synonyme, vous aurez du 100%. Voyez? Si vous mesurez ça au sein de la famille Kardashian, bon, là, on aura peut-être d'autres pathologies, je pense, même à voir. Mais une chose est certaine, si vous refaites la même étude, par exemple, parmi les administrateurs de Wiki, dans beaucoup de start-up, que sais-je, canadiennes, on peut citer beaucoup de pays, et vous aurez peut-être une désagréable surprise. Vous risquez d'être minoritaire. Ensuite, il y aura un vote. On est démocrate, donc on fait un vote. Majorité contre minorité. La majorité est normale par définition. Et qu'est-ce qu'on va faire avec la minorité? Mais il faudra la guérir. Ben oui. Il faut l'aider de ces pathologies. Justement, est-ce qu'il y a des traitements pour sortir de ces troubles non autistiques? Des cachetons, par exemple. Ou alors, mais là, je ne parle que pour les initiés, pour les amateurs. Tout ce qui est packing, pataugeoire. Si ces mots ne vous disent rien, c'est que tout va bien chez vous. Rassurez-vous.
j'ai un camarade autiste qui propose à l'approche de l'été d'ouvrir en juillet-août un atelier packing à la plage. Voilà, donc peut-être ça va marcher, je ne sais pas. Bref, ça c'est juste entre nous. L'onglet le plus important, c'est celui-là. Que faire si quelqu'un de votre entourage souffre de troubles non autistiques? Parce que, voilà, le mot le plus important vient d'être lâché. Le mot souffrance, vous souffrez. Comme le disait un camarade autiste, la souffrance de l'autiste est une nécessité vitale pour le psy, parce que sans ça, le psy ne mange pas, ce qui risque d'induire certains troubles du comportement. C'est fâcheux, nous sommes d'accord avec ça. D'ailleurs, il y a 3 mois à peu près, on avait fait une soirée à Cayenne, en Guyane. Et à la fin de la soirée à Cayenne, une dame est venue me voir et elle m'a dit ceci: « Joseph, j'ai 3 handicaps. Je suis canadienne. » Ça commence bien. Je suis autiste. Ouf, on est rassuré. Et je suis psychiatre. Je pense que ce triple handicap doit être lourd à vivre, peut-être. Non, je plaisante. Permettez-moi une dernière histoire. Lorsque, il y a une quinzaine d'années à peu près, votre serviteur était totalement dans les poubelles de la société, c'est-à-dire psychiatrisé bien comme il faut. Et d'autre part, évidemment, j'étais dépourvu de toute perspective personnelle ou professionnelle de quelque ordre que ce soit. Et c'est donc à ma vive surprise un grand monsieur pour moi qui m'a donné mon premier boulot. J'ai mis longtemps avant de comprendre que ce n'était pas une blague. Ce grand monsieur est donc né à Alger et il est aveugle de naissance. Et donc j'ai travaillé pour lui pendant 7 ans, voire un peu plus. Et nous sommes toujours amis d'ailleurs. Et donc ce monsieur-là est bénévole à ses moments libres dans diverses associations, notamment qui font tourner des numéros de téléphone d'aide à des personnes désespérées, dépressives. Vous connaissez ces services, par exemple SOS Amitié, on peut en citer d'autres. Alors, le petit secret, c'est que l'épouse d'un ancien Premier ministre français est désespérée et dépressive depuis des années. Ça ne commence pas par F, c'est encore une autre personne. Et donc, cette personne-là téléphone régulièrement à l'un de ces numéros. Et c'est donc un aveugle de naissance né à Alger qui doit tenter de remonter le moral à l'ancienne 2e ou 3e dame de France. Je pense que l'exemple est excellent. Je pense que cette petite histoire résume bien quelle pourrait en fin de compte être la véritable mission ici-bas des personnes dites handicapées, à savoir de tenter de remonter le moral à des gens qui se croient un peu vite valides. Merci beaucoup. Je crois Peut-être que... avant le temps de dédicace, ce serait bien qu'il y ait quelques échanges. Je vous laisse la parole. Bonjour. Bonjour. Je crois que vous habitez en Nouvelle-Zélande. Oui. Ne serait-ce pas parce que c'est un pays qui est le plus éloigné en cas de conflit?
Merci pour votre question. En effet, la Nouvelle-Zélande présente nombre d'avantages pour le petit peuple des hobbits et des autistes aussi. Mais pour le dire très très simplement, j'habite en Nouvelle-Zélande pour 6 mois à peu près parce que chaque année, l'ambassade de France invite un écrivain. Et cette année, Dieu sait pourquoi, ils ont choisi votre serviteur. Je crois avoir un début de commencement d'explication, mais qui est une explication personnelle, ce que l'un des directeurs de la Bibliothèque nationale de Nouvelle-Zélande est aussi un peu des nôtres. Peut-être que cela a joué, et comme il fait partie du comité, je ne sais pas. Mais voilà, donc ce qui explique ma petite présence là-bas. Mais en tout cas, c'est fabuleux de pouvoir comparer la prise de conscience de l'autisme ici et là, de voir comment, par exemple, en Nouvelle-Zélande, beaucoup de magasins prennent en compte le profil de la clientèle autistique. Comment l'autisme fait partie d'une sorte de banalité du discours. Et en Nouvelle-Zélande, dire que l'on est autiste fait partie, je dirais, des présentations relativement banales, comme de dire je viens de Bordeaux ou je viens de telle ville. Vous voyez, c'est à peu près ce type de registre de discours. Et d'une certaine façon, c'est extrêmement, je dirais, intéressant de rencontrer des gens, des associations. Il y a aussi quelques présentations à faire, mais tout simplement de découvrir un fabuleux pays où, par exemple, il n'y a pas de contrôle à l'aéroport avant de prendre l'avion, ou alors où le Premier ministre n'a pas besoin de policiers pour le surveiller, où vous pouvez partir le matin sans fermer la porte. Voyez? Donc, c'est tout à fait sympathique et joli. Peut-être qu'on peut adopter ça comme philosophie, être petit, tranquille et à l'écart, et ensuite on vit paisiblement. Peut-être, c'est une hypothèse. Bon, désolé, ma réponse n'est sans doute pas celle qui était attendue et je suis navré. Bonsoir. Merci de votre venue à Avignon. Moi, je viens de Marseille, je travaille au CRA. Voilà, je travaille avec des jeunes autistes Asperger pour leur avenir professionnel. Et je voudrais parler du rapport que vous venez de rendre à Madame Ségolène Neuville sur le devenir des personnes au niveau professionnel. Parce que, comme vous avez dit, il n'y a pas que des enfants autistes, les enfants qui grandissent. Et je voulais savoir la suite de ce rapport, qui est très intéressant en matière de pistes sur des métiers nouveaux, des métiers originaux, des espèces de métiers peut-être introuvables, je ne sais pas. Mais je voulais savoir la suite au rapport. Quel est votre rôle dans cette mission? Quel est votre rôle dans la préparation du 4e plan autisme en France? Merci pour votre question. Malheureusement, la réponse que je peux donner de ma petite perspective est relativement décevante. Mon petit rôle est fini à cet égard-là. J'ai travaillé pendant 6 mois et plus au service de Madame Neuville, la secrétaire d'État. Je précise par les temps qui courent, il faut le préciser que c'était un vrai travail. Sait-on jamais. Mais en tout cas, et pendant 6 mois et quelques, je travaillais pour elle parce qu'elle avait décidé très courageusement de confier ce travail-là à une personne, dirions-nous, non issue du sérail habituel. Ce qui exigeait un certain courage parce qu'il est toujours plus confortable pour un responsable politique de sortir quelqu'un, par exemple, du vivier de l'IGAS ou de je ne sais quel autre grand corps administratif. Oui. Donc, elle a eu, je dirais, beaucoup de courage et je ne peux que l'en remercier. Ensuite, que deviendra le rapport, ce n'est malheureusement, je dirais, ni de mon ressort, ni même de ma responsabilité, si j'ose m'exprimer ainsi. Il y a eu un côté un petit peu surprenant, alors je me permets de vous le dire, ce n'est pas pour gémir, bien loin de là, mais simplement pour le constater. En fait, aucun
média français, aucun média français ne m'a posé de questions par rapport au rapport. La seule question qui m'ait été posée venant d'une personne, on va dire, des médias, c'était la journaliste de l'AFP qui était présente à la remise et qui m'avait demandé, vous pouvez deviner quoi, de témoigner de ma propre recherche d'emploi. Et donc j'avais été, je dirais, poli, j'ai essayé de répondre, puis ensuite la ministre a été plus dure avec la journaliste de l'AFP. Mais c'est qu'il y a comme une croyance que la personne porteuse d'un handicap soit tout au plus capable de témoigner de qu'est-ce qu'on faisait avec sa mère à l'âge de 5 ans, est-ce qu'on buvait du coca et mangeait des frites. Voyez. Donc il y a une véritable difficulté à parvenir à une autre vision dans la sphère médiatique des personnes porteuses d'une différence quelconque de l'autisme, entre autres, puisque c'est le sujet de ce soir. Et en matière de devenir professionnel, je pense que cela pèse très lourd, puisque beaucoup de responsables économiques n'envisagent même pas qu'une personne autiste puisse travailler en général, encore moins travailler pour leur entreprise à eux. C'est vraiment un long travail. Alors, quand on rencontre des patrons d'entreprise, on essaye d'être le plus concret possible avec des images très concrètes, des vidéos, parce que sinon, ils croient que c'est juste un discours théorique, gentillet, qui n'a aucune influence pratique. C'est un vrai défi que de parvenir à un autre type de mentalité. Et c'est douloureux. Dans certains lieux, certains secteurs de type informatique, dans certaines grandes villes, il y a un petit nombre de solutions déjà. Mais pour la plupart des gens autistes, on est face à un mur, pour ne pas dire plus. Donc, pardon de finir sur une note un peu lugubre dans ma tentative de réponse. Alors déjà, je voudrais m'excuser pour la laryngite que j'ai, donc qui va rendre ma voix difficilement audible. En fait, moi j'aurais 2 questions. Vous avez tout d'abord parlé du problème du lampadaire. Ce problème, en fait, il a été déjà posé en Grèce antique. Alors, est-ce que ça voudrait dire que dans la Grèce antique, mais par un grand mathématicien, est-ce que ça voudrait dire qu'en Grèce antique, un autiste avait donc plus de chances de trouver un travail qu'aujourd'hui, ce qui serait quand même assez inquiétant? Oui. Oui. Et la deuxième question La deuxième question, c'est que nous sommes dans un pays actuellement. J'ai été licencié de l'éducation nationale récemment parce que apparemment ce travail ne me convenait pas, parce que j'étais plus proche d'un élève qui passait son temps qui avait résolu le problème que je lui avais demandé en 15 minutes alors qu'il lui fallait 2 heures normalement, et qui du coup passait son temps à s'amuser à trouver des fonctionnalités de l'ordinateur qui étaient plus amusantes pour lui que pour les autres. Ça n'a pas été très apprécié par ma hiérarchie, comme le fait que je considérais qu'un l'élève ne pouvait pas vraiment suivre un cours de mathématiques pendant 1 heure en ayant envie d'uriner pendant 1h30. Bref, maintenant je vais me lancer dans la finance, et en me lançant dans la finance, je me suis rendu compte qu'un actuaire étant, bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'actuariat, un actuaire étant quelqu'un qui va gérer le risque financier, gagne au minimum 36 000 € par an en France, tandis qu'un professeur, donc qui gère juste de l'argent, c'est juste des données, c'est tout. Alors qu'un professeur qui gère quand même des élèves, ce qui est quand même autrement plus important, gagne bien moins que 35 000 € par an. Comment un autiste vit ça en France? Est-ce que ce ne serait pas une raison pour laquelle certains autistes veulent partir de France et veulent s'éloigner finalement? Oui. Merci aux antipodes, oui, comme dit quelqu'un devant moi.
Merci beaucoup pour vos deux questions, vos deux remarques très intéressantes toutes les deux. Si vous me permettez tout d'abord sur la première, en effet, vous avez très très bien souligné que le problème de ce problème de fractionnement de l'espace a déjà été discuté par nos ancêtres, si j'ose dire, grecs. C'est tout à fait exact. Je ne pense pas que ce soit lié, je pense à une sorte de meilleure connaissance de l'autisme durant l'Antiquité, quoique parfois quand on s'intéresse à la philo, on rencontre de drôles de personnages dans cet univers-là. Mais peut-être que quand même, votre remarque avait du vrai, parce que je pense que dans certaines sociétés anciennes, il y avait des débouchés professionnels qu'on n'a plus. Par exemple, être berger. Beaucoup de gens autistes aiment le contact avec les animaux. Inutile d'être grand bavard pour être berger. Au contraire, si vous êtes très bavard, je ne vous recommande pas d'être berger. Voyez ? Ou aussi beaucoup de métiers que l'on pouvait apprendre par, aujourd'hui on dirait compagnonnage, voyez. Donc cette relation de maître à élève, des métiers pratiques, que certaines personnes autistes peuvent adorer. Je connais des gens autistes qui ont une virtuosité extraordinaire dans du travail de menuiserie, etc. Des gens parfois totalement non-verbaux, ça ne joue rien. J'avais visité il n'y a pas longtemps à Beyrouth, au Liban, des ateliers où on apprenait à des jeunes autistes de là-bas les métiers du chocolat d'art et les métiers de la cire un peu artistique. Parce que, bon, à Beyrouth, il y a des quartiers très huppés, avec des gens très, très riches, et qui achètent donc assez massivement toutes sortes de chocolats élaborés, etc. Et l'idée du centre avait été, de former des personnes autistes à ce type de métier, ce qui, à mon avis, est très judicieux. Et pour la petite histoire, j'étais presque jaloux parce que j'adore manger du chocolat, quoi. Donc, et ça, ce n'est pas une blague. À Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, il y a une grosse usine à glace. Alors, c'est une marque qui est très connue en Nouvelle-Calédonie, ça s'appelle Sweetie. Et donc, il se trouve que le patron, on l'a converti à l'autisme, entre guillemets, et maintenant, il embauche des autistes. Alors, moi qui adore manger de la glace, j'avais été très, très tenté de rester à Nouméa pour avoir un nouveau boulot, mais j'ai réussi à m'arracher, mais l'avenir, peut-être, sera glacé, givré, je ne sais pas comment le dire, je plaisante. Concernant votre deuxième remarque, si vous le permettez, je suis tout à fait d'accord que le spectacle de l'injustice est parfois extrêmement difficile à vivre quand on a un sens de la justice. Et beaucoup de gens autistes ont véritablement de grosses difficultés à rester impassibles ou à se contenir face à une injustice flagrante. C'est très intéressant à observer. On pourrait presque le rajouter comme un autre trait un peu autistique. D'ailleurs, ça joue dans les questions de devenir professionnel, pour revenir à votre question, madame. Et si je peux, est-ce que ça répond à la question ou pas, je peux peut-être vous dire un mot. En général, je n'en parle jamais, mais dire un mot de ma sœur. J'ai une sœur qui est plus âgée que moi. Elle n'est pas plus grande que moi, mais elle est plus âgée que moi. Donc c'est ma petite sœur parce qu'elle est plus petite que moi. Non, ce n'est pas ma grande sœur, bien qu'elle soit plus âgée. Non, donc ma sœur a été pendant environ 9 ans prof des écoles en France. Aujourd'hui, elle est toujours prof des écoles, mais en Suisse. Donc son salaire a été démultiplié au passage et son cadre de vie amélioré. Bon, je ne veux dégoûter personne, mais je ne pense pas que ma sœur soit autiste, mais du moins il n'y a aucun signe, je dis, vraiment probant. Par contre, ma sœur faisait très certainement partie des personnes dites précoces, etc. Bon, c'est encore une thématique riche. Je ne sais pas si... Peut-être encore une question. Ah oui, d'accord. Bonjour, qu'est-ce qui vous motive le plus dans votre vie d'autiste ?
Ah, fabuleuse question, merci. Merci de l'avoir posée. Vous savez, a priori, rien ne me prédestinait à devenir saltimbanque dans l'autisme. J'avais toutes sortes de projets qui étaient totalement, sans mauvais jeu de mots, aux antipodes. Mais vous savez, lorsque j'avais un peu commencé il y a déjà nombre d'années, une bonne douzaine d'années, l'autisme n'était pas comme aujourd'hui connu ou bénéficiant d'un début de connaissance. Il y a quelques années, quand on faisait une soirée, dans le meilleur des cas, on était 3 ou 4. Et donc, certaines personnes m'ont assez, je dirais, fortement, pour ne pas dire violemment, poussé à commencer à faire des présentations publiques. À l'époque, je ne savais pas faire, je ne savais pas prendre le train tout seul, je ne savais pas acheter un sandwich. Et donc, les débuts ont été très douloureux, ont été très compliqués. Et donc, petit à petit, on finit par apprendre des choses. Une sorte de longue errance a commencé de ville en ville, de village en village. Air France m'aime beaucoup. Je pense que le syndicat des hôteliers, s'il existe, m'aime également. Et ce qui me motive en fin de compte, c'est qu'on rencontre des gens extraordinaires. Si j'étais, entre guillemets, normal, j'aurais peut-être un boulot de bureau quelque part, j'aurais un costume cher, peut-être une voiture, que sais-je, je ne sais pas conduire. Mais en tout cas, je n'aurais certainement pas rencontré toutes ces personnes. Je ne serais certainement pas devenu ami avec des gens qui entendent les éoliennes à 20 km de distance et qui savent à quelle vitesse elles tournent. Je ne serais pas devenu ami avec des gens qui ont écrit 10 850 articles sur les chevaux sans jamais avoir fait d'études et sans savoir monter à cheval. Je ne serais sans doute pas devenu ami avec des gens qui connaissent les horaires de train, même dans les petites gares de France et de Navarre, ce qui ne sert à rien parce que les horaires ne sont pas respectés, mais c'est un autre problème. Est-ce que j'ose ajouter la dernière phrase? Je ne serais pas devenu ami il y a 10 ans. Je suis devenu ami avec une certaine dame dont on parle beaucoup, à savoir Madame Fillon, Pénélope Fillon. Nous étions amis à une époque lointaine. Voilà. C'était une histoire finalement assez touchante. Une fois, on avait fait une sorte de réunion café-rencontre. On était très peu nombreux. Et à la fin de la réunion était venue une dame très timide, peut-être encore plus timide que moi. Et ensuite, elle est revenue encore une fois. Elle avait accepté de devenir notre marraine. Ensuite, j'ai perdu contact avec elle lorsque son mari a quitté Matignon parce que je ne savais plus où adresser mes lettres. On écrivait Madame Fillon, hôtel de Matignon, voilà, même genre. Et donc voilà, il y a des petites histoires un peu perturbantes vu le contexte actuel là. Mais je n'ai rien reçu d'elle en cadeau, je précise. Pardon. Voilà. En tout cas, merci d'avoir survécu à cette épreuve longue de la discussion autour de l'autisme. Merci à vous. À la prochaine.